Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du magazine Info 7 pour décortiquer l'actualité de la semaine. Alors sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Fedi Mukendi qui nous vient de l'Union pour les valeurs tshisekedi, un parti politique cher à José Kalala Wakalala, premier vice-président de la Chambre haute du Parlement. Fedi Mukendi, bonsoir. Bonsoir, Madame Noëlla. Alors, bienvenue dans ce magazine Info 7. Merci pour l'invitation à ces grands magazines, parmi les plus suivis de Kinshasa et de la RDC. C'est un plaisir partagé. Alors, comment se porte d'abord votre parti politique? Notre parti politique se porte très très bien. Il y a beaucoup d'adhésions massives au sein de ce parti ces derniers temps. D'ailleurs, hier samedi, il y a eu l'adhésion de notable du Sidou Bangui, qui est actuellement député provincial Sidou Bangui, et beaucoup d'autres personnes qui viennent adhérer au vu de valeurs que nous sommes en train de prôner. Il faut aussi signaler que en ce moment, le président national du parti est en Italie dans le cadre de son travail comme premier vice-président. Il est chargé de la diplomatie parlementaire. Donc, il est parti participer aux activités parlementaires internationales. Nous le saluons là où il est et nous saluons tous les camarades du parti à travers les 24 provinces dans lesquelles Union pour les valeurs. Déjà 24 provinces. Union pour les valeurs. Et le parti existe déjà depuis combien d'années? Ça fait maintenant pratiquement, je crois, 4 à 5 ans. 4 à 5 ans, oui. À 5 ans. Ouais. Et déjà, vous avez réussi à vous implanter dans 24 provinces. Oui, c'est un problème de stratégie et un problème de travail. Notre autorité morale, c'est quelqu'un qui aime l'excellence, qui aime le travail. On s'est implanté avec le soutien de tous les camarades, mais aussi, surtout, sous le leadership du président José Kalala Wakalala, qui est premier vice-président du Sénat. On a pratiquement 4 à 5 ans. Mais nous avons déjà des députés au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons des députés au niveau des assemblées provinciales, on a des députés au niveau, on a des conseillers municipaux, mais aussi on a un premier vice-président du Sénat. Donc c'est le travail qui donne les résultats. Je rappelle que vous êtes également un candidat malheureux des dernières élections. Oui, candidat malheureux, s'il faut le dire, parce que je n'ai pas été proclamé aux élections de 2023. décembre 2023. Oui. Alors, vous êtes ressortissant du Kassai oriental et c'est là même que vous aviez postulé pour la députation nationale. Actuellement, comment se porte cette province? Le Kassai oriental se porte assez bien, en dehors de quelques problèmes. Malgré le départ du gouverneur. Oui, vous savez qu'il n'y a pas de personne indispensable dans la vie. Le gouverneur est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il est arrivé que il y a eu des dossiers autour de lui, dont je n'aime jamais parler parce que j'ai pas trop de détails, au risque de frustrer un camp ou un autre. Il est parti. Il y a un autre gouverneur à l'intérim qui assure la gestion de la province et à qui nous demandons de mettre tous les bouchons doubles pour que la province décolle, parce que cette province a connu beaucoup d'instabilité politique. Vous êtes en train de dire, pour que la province décolle, et c'est d'ailleurs la question de plusieurs Congolais, la province chère au président de la République, qui tâtonne toujours pourquoi le Kassai oriental ne décolle pas. Vous êtes notable du camp. Ouais, vous savez, c'est même parmi les raisons que le président de la République suggérait à ce que l'on puisse modifier la Constitution. On n'en parle pas à ce dernier temps. Si parmi les raisons, il y avait le problème d'instabilité de provinces, et parmi les provinces qui ont connu des instabilités politiques très criantes, il y a la province du Kassai oriental. Vous vous rappelez, le mandat passé, nous avons eu presque 4 gouverneurs qui se sont changés à la tête de la province pour un mandat de 5 ans. Donc, Kabeya Machabidi, il y a Maouja, il y a eu Kalema, il y a eu... donc, ça ne permet pas que le gouverneur puisse avoir un programme et
le mettre en œuvre pour les biens de la province. Mais quand cela me tienne, c'est la constitution que nous avons jusqu'aujourd'hui, parce que le président a souhaité que le gouverneur soit nommé. Il faut que la population arrive à accepter que demain après-demain, que la constitution soit modifiée pour que nous puissions répondre aux problèmes de notre contexte politique. Est-ce que vous pensez que c'est la Constitution qui empêche ces différentes autorités à agir pour le bien de cette province comme dans d'autres provinces du pays? Est-ce que ces autorités provinciales n'agissent pas pour le bien de la province? C'est question mark. Parce que les provinces ne décollent pas. Parce que prenons les récents cas de Jean-Paul Mbogwe, il n'a fait que presque 10 ou 12 mois. Et il est décapité de la province. Aussi, hein, dans des détournements. Voilà, il est cité. Il est cité. Vous savez, quand on cite, il faut toujours prendre le temps de vérifier. Moi, je n'aime pas faire des allégations qui puissent frustrer les gens si nous n'avons pas, je n'ai pas personnellement des éléments de preuve. Et les mises en accusation, ouais. Les mises en accusation, il faudra que la justice fasse son travail pour finalement il joue encore de la présomption d'innocence. Pour finalement qu'on dise qu'il a détourné des deniers publics ou il ne l'a pas fait. Mais je dis, parce que sont ces autorités provinciales qui n'arrivent pas à faire quelque chose pour la province. C'est qui? Ou aussi l'instabilité politique participe à ça. En tant que notable, où se situe le problème? Pourquoi les provinces ne décollent pas? Moi, je pense que l'instabilité politique chez nous, c'est d'abord un premier problème. Au Kasaï-Oriental. Au Kasaï-Oriental, instabilité politique. Alors, vous voulez dire quoi concrètement? Je vais dire un peu de manière crue qu'au Kasaï-Oriental, nous acceptons pas. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire... les Kassaïens n'acceptent pas un autre Kassaïen, comme un peu ce qui a été vécu du temps de Ngoï Kassanji. Ouais, je peux dire ça avec courage, mais aussi avec risque d'être attaqué par mes frères. Okay. Mais nous avons l'exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a des décisions, il y a des mises en accusation dans les différentes provinces. Ouais. Mais quand vous voyez les grands Kasaï, c'est les grands Kasaï qui sortent champions. Au Kasaï central, il y a des décisions au niveau de l'Assemblée provinciale. Au Kasaï oriental, il y a la mise en accusation du gouverneur. Au Sangourou, la même chose. À l'Omami. Vous comprenez que les grands Kasaï sortent un tout petit peu champions dans cette instabilité. Dans mes analyses, j'arrive à conclure que nous ne nous acceptons pas. Vous savez, quand on devient gouverneur, c'est une seule fois dans la vie. Rares sont ceux qui ont été gouverneurs avant et qu'on te reconduise. Mais dans la majorité des cas, c'est une seule fois dans la vie, vous arrivez pour la première fois à être gouverneur. Moi, je pense que, je ne sais pas, dans la Constitution ou la loi, il faudra arriver à donner le temps au gouverneur de s'imprégner des procédures de gestion au niveau de la province, de s'imprégner de la gestion de la province pour arriver que l'Assemblée provinciale décide de faire partir tel ou tel autre gouverneur. Je travaillais dans les organisations internationales, dans les entreprises. C'est pas quand tu arrives, tu commences à travailler les jours suivants. Il faut un temps. On l'a vu même avec le président de la République, oui. hein, Félix Tshisekedi, oui. quand il est arrivé comme d'autres autorités. Oui. Il faut toujours un temps. Oui, il faut un temps d'induction. Donc, on t'indique comment les choses se déroulent dans cette entreprise. Ça devait être la même chose. Comment les choses se déroulent. Et surtout qu'il n'y a même pas d'école pour aller faire des stages, devenir président de la République, gouverneur, ministre. Gouverneur, vous comprenez. L'Assemblée provinciale devait prendre un temps d'aller faire l'évaluation, d'aller superviser le gouverneur, découvrir les failles. Les failles, quand elles sont encore mineures, faire des avertissements au gouverneur, lui faire des recommandations. Après un certain temps, venir évaluer ces recommandations. Au lieu d'attendre qu'il y ait déjà, par exemple, l'argent perdu, vous venez, vous auditez parce que probablement vous-même, vous ne vous retrouvez pas dans cet argent parce que si vous vous retrouvez, peut-être que vous ne seriez pas venu. Donc vous accusez d'une part les assemblées provinciales ou l'Assemblée provinciale du Kasaï. Non, j'ai pas envie d'accuser. De ne pas bien faire son travail. Alors, non, je n'ai pas envie d'accuser. J'ai envie qu'on puisse refaire des procédures
qu'on puisse légiférer pour permettre aux provinces de faire des choses correctement. Parce que ce que les assemblées provinciales font aujourd'hui, c'est conformément à la Constitution et à la loi. Mais cette Constitution et à la loi, c'est nous qui les avons établies. Nous pouvons les adapter pour réduire les instabilités. C'est pas attendre juste, il y a un problème de 3 millions et tout le monde se met debout. Vous allez auditer et puis la personne part. Mais Fadi Mukedi, quand vous êtes en train de dire que c'est pas attendre qu'il y ait un problème de détournement, tout ça, c'est pas quelque part vous n'êtes pas en train de dire que les assemblées ne font pas correctement leur travail. Non, je ne dis pas ça. D'autant plus que les assemblées font ce travail en tenant compte des lois actuelles et de la Constitution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien leur travail, qu'elles ne font pas bien leur travail. Je veux que l'on puisse actualiser nos lois, actualiser aussi la Constitution, pour donner le temps aux gouverneurs élus à s'imprégner de procédures des gestions de province. Et demander aux assemblées provinciales, avant d'aller aux audits extrêmes, de pouvoir superviser les gouverneurs. Parce qu'assemblée provinciale, c'est comme les superviseurs, c'est comme les chefs du gouverneur. Vous voyez, il faut superviser le gouverneur, lui faire les recommandations, après venir évaluer, voir est-ce qu'il s'améliore ou il ne s'améliore pas. À un certain niveau, s'il ne s'améliore pas, en ce moment, vous les sanctionnez. Vous comprenez? Mais si les procédures actuelles veulent qu'on attende, qu'il y ait des informations autour de mes gestions, et puis, paf, tout le monde se met debout, on met les gouverneurs à côté. Finalement, on sera dans ce cycle d'instabilité politique. Nos provinces ne vont pas décoller. Donc, pour vous, le problème, c'est la Constitution. Pour moi, le problème, c'est la Constitution et les lois du pays par rapport à la gestion de provinces et des entités décentralisées. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Installé et présenté officiellement le dimanche 15 juin 2025 à l'Assemblée nationale, le réseau des parlementaires des objectifs de développement durable a regroupé une soixantaine de députés nationaux. Son objectif s'inscrit dans le cadre de soutenir la mise en œuvre des ODD à travers des actions législatives, le suivi des politiques publiques et la sensibilisation des parlementaires aux enjeux du développement durable. À en croire le président du réseau, le député national John Banza, l'ambition ici est de créer une collaboration étroite avec le gouvernement qui a déjà réussi à mettre en œuvre les ODD en RDC à 18%, un chiffre supérieur à la moyenne mondiale estimée à 15%. Nous sommes venus présenter le bureau du réseau des ODD à son Excellence Madame la Première ministre parce que nous avons un rôle à jouer dans la législation, dans la budgétisation et dans le contrôle. Bien, nous avons remarqué que le gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre fait des efforts. Aujourd'hui, il y a déjà 18% de réalisations, ce qui est au-delà de la moyenne mondiale. La moyenne mondiale est autour de 15%. Avec la mutation vers les budgets programmes, ensemble avec le concours des parlementaires, je crois que nous pouvons aller au-delà des... La première ministre a de son côté salué cette initiative et encouragé les membres du réseau à jouer pleinement leur rôle de contrôle parlementaire dans le but de favoriser l'émergence de la RDC à travers les ODD. À travers son programme d'action, le gouvernement souminois s'est engagé à mettre en valeur les atouts naturels du pays et à contribuer de manière significative à la protection de l'environnement mondial en tant que pays solution tout en favorisant son propre développement durable. La METESAT avait bien prévenu la date du début de la saison sèche, c'était fixé le 25 mai, avec une marge de dispersion de 7 jours. Toutefois, nous sommes dans la saison sèche, maintenant nous sommes le 16, nous sommes dans la saison sèche. Nous avons constaté une petite perturbation, la date du 10 et le 14 juin, suite à la pénétration du vent du nord-ouest venant du golfe de Guinée, qui nous a apporté un peu le flux froid avec les amas nuageux qui nous ont donné des pluies ici à Kinshasa. Et ces pluies-là étaient intensifiées le 14 avec 90 mm d'eau que nous avons enregistré à la station de Mbinza.
Donc ce n'est pas un fait local, c'est une situation synoptique qui est venue et qui a trouvé une condition favorable au niveau de la ville de Kinshasa, et c'est ce que nous avons enregistré, cette quantité d'eau. Donc la situation, nous sommes en train de l'observer et de veiller sur son évolution, voir combien ça peut prendre du temps. Alors, jusqu'à présent, nous sommes dans la surveillance et dans l'étude approfondie de ces phénomènes concernant le climat au niveau de la ville-province de Kinshasa. Les précautions à prendre, d'abord pour nous les techniciens, nous devons intensifier notre travail et chercher moyen de travailler même la nuit, parce que nous avons des phénomènes qui s'intensifient plus la nuit, au moment qu'il n'y a pas un observateur ou il n'y a pas un prévisionniste au niveau des centres. Au gouvernement, je demanderai de pouvoir soutenir la METELSAT, parce qu'il doit travailler 24 heures sur 24 heures, soutenir sur le plan instrumental et sur le plan rémunération pour renforcer les main-d'œuvre qui doivent venir travailler la nuit. Donc jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à travailler la nuit, faute de moyens financiers qui n'est pas significatif. À la population, je demanderai de faire confiance à la METELSAT, de pouvoir prendre les dispositions nécessaires de la saison sèche. Même s'il y a la pluie, il faut prendre toujours des dispositions, parce que nous avons besoin de sauver les vies et les biens. Et quand nous voulons sauver les vies et les biens, la population doit suivre régulièrement le bulletin météorologique transmis par la METELSAT, afin de prendre leurs dispositions nécessaires pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les risques de catastrophes naturelles. L'Église universelle a déclaré de béatifier Floribert Boinachouyi pour avoir été tué suite à l'honnêteté dont il a fait preuve en refusant d'être soudoyé afin de faire passer certains produits périmés venus du Rwanda vers son pays, la République démocratique du Congo. Cette messe a connu la participation des milliers de fidèles venus de plusieurs coins du monde, les Congolais notamment. Le gouvernement souminois y a été représenté par la ministre des Droits humains, le ministre de la Communication et Médias, la ministre de la Culture ainsi que le ministre du Tourisme. Et parmi les intervenants à cette cérémonie, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo, dit voir cette béatification de Floribert Boinachouyi comme un message lancé aux Congolais, celui de s'opposer aux antivaleurs qui gangrènent les pays, à savoir la corruption et le manque de transparence dans la gestion de la chose publique. La béatification de Floribert Boinachouyi au plus fort de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale, notamment à Goma, où il a vécu de façon héroïque les valeurs évangéliques jusqu'au martyre de sang, est un signe de la présence de Dieu qui se tient et marche au milieu de son peuple, le peuple congolais qui souffre. Cette présence de Dieu nourrit notre espérance en une paix durable pour notre pays par la grâce de Dieu lui-même. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous accueillons cette béatification comme un appel fait aux fidèles catholiques congolais et à toute personne de bonne volonté à plus d'engagement pour davantage de transparence dans la gestion de la chose publique. Et pour rappel, Floribert Boinachouyi a été tué en 2007 à l'âge de 26 ans. Il vient allonger ainsi la liste des bienheureux congolais après la béatification d'Anouarit Nengapeta et Isidore Bakanja. Alors, Fedi Mukendi, pour le Kasaï oriental, qui reste le meilleur gouverneur?
jusqu'à ce jour en 2025? Je ne voudrais pas créer de polémique. Non, Posez-moi la question, qui pourrait être le meilleur gouverneur? Non, qui pourrait être le meilleur gouverneur? Qui reste, avant qu'on ne parle de la projection, parce que pour le moment, la province n'a pas de gouverneur, il y a un intérimaire. Mais qui reste, vous avez vu autant de gouverneurs défiler, Maouéja, vous avez vu Ngoïka Sanji, Kabeya Machabitidi, donc toutes ces personnes qui sont passées, qui marquent aujourd'hui les points de son passage à la tête de cette province. Noëlla Kambaya, j'ai un gouverneur que j'admire. Lequel? Mais qui n'est pas aimé au passage. Je ne peux pas parler de lui. Désolé, si je parle de lui, je vais faire sa publicité. Non, sans gêne. Dites-nous. Vous êtes notable du coin. Je suis notable. Alors? Je suis notable. Qui reste le meilleur gouverneur du Kassai-Oriental? Est-ce que je peux répondre à la question? Non, qui pourrait être le meilleur gouverneur? Non, ça c'est une autre question. Oui. Mais répondez d'abord à la première question si elle ne vous gêne pas en tant que notable. Ça me gêne un tout petit peu. Ça me gêne un tout petit peu. Ok, on comprend bien. Est-ce que c'est une façon de dire que jusque-là, le Kassai-Oriental n'a pas eu de meilleurs gouverneurs? Non, du moment que moi je suis déjà lucide, grand, parmi les gouverneurs qui nous ont gérés, j'ai un gouverneur que j'admire. Et quel? Non, je ne peux pas dire. Mais si vous l'admirez, c'est qu'il a marqué son passage, il a laissé le trace. Donc vous pouvez vous sentir gêné de parler de cette personne. Noëlla Kambaja. Faut pas me tirer de la bouche ce que je ne veux pas dire. Je suis acteur politique, j'ai des ambitions. Je n'ai pas envie de faire la publicité de quelqu'un qui ne m'a pas donné l'argent pour ça. Alors, quels sont les profils qu'il faut aujourd'hui pour le Kassai-Oriental? Les profils. On entend des gens qui commencent à se positionner. Les gens se positionnent. Ouais. Et beaucoup de ceux qui se positionnent, ils n'ont même pas de profil. Ils n'ont aucune expérience de gestion. Ah bon? Les meilleurs profils, c'est Fedi Mukendi. Ah, les meilleurs profils. Pour le Kassai-Oriental. Je vous assure, si le Kassai-Oriental, si le président de la République qui nous suit à ce moment, si le président national du parti Union pour le valeur de ce pays, José Kalala Wakalala, veut que cette province change de manière notable, sans attendre que l'Assemblée provinciale vienne me superviser pour faire les choses correctement, qu'on puisse donner la candidature de Fedi Mukendi comme gouverneur. On va montrer que dans ce pays, il y a des gens intègres. Mais il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui sont passées, je suis intègre, je peux faire ceci, cela, mais après, des jeunes qui ont déçu. Bien sûr. C'est eux. Qu'est-ce qui prouve que Fedi Mukendi est le profil qu'il faut pour le Kassai-Oriental? Ce qui prouve, d'abord en termes d'intégrité, c'est que Fedi Mukendi a travaillé plus de 15 ans dans les organisations internationales qui obligent l'intégrité pour y rester. Pour travailler dans une organisation internationale, aller d'une organisation à une autre, pendant 15 ans, parmi lesquels les Nations Unies, il faut être un gars extrêmement intègre. Depuis ma vie, je n'ai pas encore bouffé un $100 que je n'ai pas acquis honnêtement. Je n'ai pas bouffé $50 du fait d'avoir falsifié une facture. Depuis que j'ai grandi. Même dans les affaires avec les amis, $1 de plus qui appartient à Gustave Ngoyi, je le remets. Même si lui ne le sait pas. Fedi Mukendi, il faut que je parle de moi. De cet aspect-là, intégrité. Fedi Mukendi est le profil qu'il faut. Il est le profil qu'il faut. Sur le plan d'expérience de gestion, nous avons une expérience à vendre réellement et à utiliser pour notre pays. J'ai décidé d'entrer en politique parce que j'étais fatigué. Pour te faire de l'argent, je m'excuse. Comme certains Congolais, c'est ça? Comme certains politiciens. Noëlla, on se connaît. Moi, j'ai décidé d'entrer en politique active parce que j'étais fatigué de critiquer les politiques, de critiquer la gestion des autres. J'ai dit, je suis allé à l'école, j'ai appris. Je suis entré dans l'expérience de travail, j'ai appris. Je suis en train d'avancer en âge. Je ne veux pas mourir sans donner ce que j'ai eu de ce pays à ce pays.
j'ai eu de ce pays l'instruction qu'il faut. Je n'ai pas été en Europe comme beaucoup. Ah, tu ne viens pas de la diaspora? Non, je n'ai pas été en Europe comme beaucoup. Un produit made in Congo. Un produit made in Congo. Okay. Made in Kasaï oriental. Je n'ai qu'appris que mon cycle de maîtrise à Kinshasa. Toutes mes études, je les ai faites au Kasaï oriental. Et je n'ai pas de complexe à le dire. Parce que j'ai affronté ceux qui ont étudié aux États-Unis, ceux qui ont étudié en France, dans des textes d'emploi, et je les ai battus. Dans des discussions professionnelles, je les ai battus. Donc, je ne suis pas complexé par rapport à ça. Donc, si la province peut nous donner la chance, les autorités de ce pays peuvent nous donner la chance de donner la petite expérience que nous avons à la province, on va relever cette province de manière pragmatique. Parce que le travail, il faut savoir l'évaluer. Il faut savoir le planifier. Est-ce que c'est l'évaluation qui manque aux autorités des provinces de RDC? Je pense qu'au Kasaï oriental, il y a un problème de planification, il y a un problème d'évaluation, mais aussi un problème d'intégrité. Donc, ce sont les trois mots qui rangent la province. Oui. Quand on ne planifie pas de manière équitable son travail, ce travail-là ne va pas impacter la population. Je vous donne un exemple d'une planification inéquitable. Allez-y, en quelques mots. Au Kasaï oriental, on a asphalté des routes. Et ces routes sont concentrées dans la commune de Djoulou, qui est la commune administrative, et dans la commune de Lakanchi, qui est la commune industrielle, la commune de la Miba. Alors qu'il y a des vastes communes, là où il y a même difficulté que les vélos roulent. Il n'y a pas un seul kilomètre qui est asphalté là-bas. Prenons l'exemple de la commune de Bipemba. Prenons l'exemple de la commune de Bibindi. Vous trouvez que beaucoup de routes asphaltées sont dans une seule commune qui se suivent. Vous avez été en Bujimaï. Nous avons la commune, l'avenue Inga. Après, nous avons boulevard Kabila. Après Inga, nous avons l'avenue de la mort. Après l'avenue de la mort, nous avons Katomba. Toutes ces avenues-là se suivent. Alors que ça répond à aucun problème. L'avenue de la mort, même les tracteurs pouvaient rouler dedans. Pendant qu'ailleurs, à Bipemba par exemple, il n'y a pas de route. Même les vélos, c'est difficile que ça roule. Vous êtes sûr? Je suis du Kasaï oriental, j'ai grandi en Bujimaï et je connais tous les coins. J'ai battu campagne en Bujimaï et je sais ce que ça veut dire que battre la campagne à Djoulou et à Bipemba. Battre la campagne dans la commune de Djibindi et à Djoulou. C'est vraiment deux mondes différents. Alors que la Constitution oblige aux responsables du pays, aux autorités, de redistribuer la richesse de manière équitable. Manière équitable. Équitable. Équitable, ça veut dire, il faut donner plus là où il y a plus de besoins. Et donner moins là où il y a moins de besoins. Et c'est pas ce qui est fait? Les cas de Mbujimaï, on donne plus de routes là où il y a des routes praticables. Et on ne donne rien dans les communes où il y a des problèmes de routes. C'est une redistribution inéquitable de richesse là. Un problème sérieux. Pour moi, c'est un problème sérieux. Parce que c'est là, l'argent injecté n'a pas impacté la vie de la population de Mbujimaï d'une manière générale. Parce que ça a impacté la vie de quelques riches qui ont des parcelles et des maisons à Tchouboui, à la Kachi. Les restes des communes, c'est les communes, d'ailleurs, le plus populaire, où il y a des gens qui n'ont pas... Alors, vous avez des ambitions pour le gouvernorat, j'allais dire, du Kasaï oriental. Nous sommes à Kinshasa. Fedi Mukendi, vous vivez à Kinshasa. Que pensez-vous de la capitale congolaise? De la gestion de cette ville? Oui, personnellement, j'apprécie un tout petit peu. Hein, vous appréciez le travail de Daniel Bumba? Oui, contrairement aux autres, qui pensent qu'il ne fait rien.
Parce que je l'apprécie dans le sens que quand il est arrivé, il a eu un programme, un plan de travail. Il nous a donné des indications. Dans autant de temps, on va faire autant de kilomètres de route. Donc, nous avons des indicateurs qui nous permettent de vérifier l'atteinte de ces résultats. Mais déjà pour le mois de février, il y avait des kilomètres qui devaient être livrés à la population quinoise, ce qui n'a pas été fait. Je sais qu'il y a des routes qui sont déjà livrées. Je sais qu'il y a des routes. Les kilomètres... Ouais, bien sûr. Je sais que vous avez travaillé dans des projets. On donne des délais. C'est pas toujours ces délais-là qui tiennent. Bien respecté, oui. L'important, c'est de savoir pourquoi les délais n'ont pas tenu. Est-ce qu'il y a eu des pluies qui n'ont pas permis qu'on travaille au rythme prévu? Est-ce qu'il y a eu un décaissement de fonds qui a été ralenti, qui n'est pas venu à temps? Est-ce qu'il y a eu un délai de livraison de certains matériaux? Un retard de décaissement aussi des fonds. Oui, quelque chose comme ça. C'est question d'évaluer. Mais malgré tout ça... Mais est-ce que les travaux sont arrêtés? Non. Je circule à travers la ville. Il y a des travaux de grande envergure dans la ville de Kinshasa. Ça, il faut féliciter. J'ai dit à quelqu'un, il ne faut pas évaluer le gouverneur à 1 an. Il a un mandat de 5 ans. Il a un mandat de 5 ans. Il faudra attendre 5 ans. Oui. Il a un mandat de 5 ans. Le travail. Non, il ne faut pas attendre 5 ans. Alors? Il ne faut pas dire qu'il n'a rien fait. Ça, il faut être correct de le dire. Nous voyons des travaux, ces travaux-là, c'est de l'argent de la province qui sont injectés dedans. Alors, Fedi Mukendi, on a vu Daniel Bumba qui a pris une décision qui semblait soulager quand même les Quinois, interdisant certains engins de rouler la journée, mais dérouler à partir de 22h, bien que cette décision a impacté quand même sur le prix, notamment de ciment et d'autres produits importants utilisés par les Quinois. Et du coup, on voit que le ministre de l'économie, Mokoko Samba, qui est revenu avec une autre décision pour dire obligé à ces engins de rouler comme par le passé. Quelle est votre réaction? Non, je pense que ce sont des autorités du pays et de la province qui évaluent les résultats de leurs décisions. Mais la situation sur terrain, parce que les Congolais avaient quand même applaudi la décision de Daniel Bumba. Oui, la population avait salué un tout petit peu. Parce qu'il y avait quand même un soulagement, une fluidité de circulation. Cher Noëlla, il savait que en gestion, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Entre crever de faim et tolérer l'embouteillage, il faut choisir une chose. Laquelle? Parce que interdire les camions pour circuler pendant la journée, ça fait qu'il y ait rareté de ciment, qu'il y ait rareté d'articles alimentaires sur le marché. Et si ça continuait, ça devait être pire. C'est ainsi que le gouvernement national a décidé de choisir le moindre mal qui est l'embouteillage. Il a choisi le moindre mal qui est l'embouteillage. Mais vous savez, la meilleure décision pour finir avec l'embouteillage, c'est finir les routes qui sont en train d'être réhabilitées, sont en train d'être construites. La meilleure décision pour finir avec l'embouteillage, c'est demander à Daniel Bumba de se rappeler du projet taxis fluviaux. Il nous avait promis que ça allait venir au mois de mai. Ouais. Nous sommes déjà au mois de juin finissant. Il faut le rappeler parce que nous l'avons vu dans un taxi fluvial. Que c'est bien de le dire, mais il faut le faire parce que c'est une nécessité pour sa ville. Une nécessité. Pendant que les routes sont en train de faire, que les taxis fluviaux fonctionnent. Et la dernière option pour finir l'embouteillage, c'est le train urbain. Il faut mettre l'accélérateur pour que le train urbain devienne une réalité. Les poids lourds, c'est une décision conjoncturelle qui ne peut pas résoudre en soi les problèmes d'embouteillage. Madame, Messieurs, place à présent à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Rappelant aux sénateurs la crise sécuritaire à laquelle le pays fait face à l'Est, le président du Sénat a réitéré l'engagement de sa Chambre, celui de contribuer au retour de la paix sur toute l'étendue du pays.
C'est dans ces cadres qu'il a demandé aux sénateurs de soutenir les actions menées par le président de la République face à l'agression rwandaise. À l'en croire, la République démocratique du Congo restera indivisible. Honorables sénateurs et chers collègues, j'aimerais à présent aborder certaines questions saillantes qui touchent à la vie de notre pays. Sur le plan sécuritaire, la République démocratique du Congo continue à faire face à l'agression lui imposée depuis plus de 3 décennies dans sa partie orientale et la résurgence actuelle qui dure depuis 3 ans. Comme j'ai eu à le dire à une autre occasion, je nous rappelle notre impérieux devoir, en tant qu'émanation des provinces, de soutenir tous les efforts de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, et commandant suprême de nos forces armées dans la recherche d'une paix durable pour notre pays. C'est ici le lieu de réitérer notre appel à la communauté internationale afin qu'elle participe activement à travers des résolutions et solutions dissuasives, comme cela a été déjà le cas à l'encontre de certains acteurs du pays agresseur. Poursuivant son allocution, Jean-Michel Samaloukonde a salué les succès réalisés par la RDC face à cette guerre, dans les domaines diplomatiques notamment. Par la même occasion, il a dressé les bilans de cette session de mars et qui vient de s'achever. Il s'est dit satisfait du travail qui a été abattu. Il a évoqué entre autres les productions législatives utiles et pour les pays, ainsi que les contrôles parlementaires rigoureux, signalant que le Sénat a clôturé cette session en votant 3 textes, à savoir la loi portant habilitation du gouvernement, les rapports de la commission mixte parlementaire Assemblée nationale Sénat sur la loi des finances rectificative exercice 2025, ainsi que les projets de loi portant mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise et pour la période allant de 2026 à 2030. Maître Kabengela Ilunga Jamari est passionné de la science. Ce jour, il vient tenir une conférence-débat sur un sujet qui fait polémique. Les arrêts controversés de la Cour constitutionnelle, force et faiblesse. Il s'agit d'un regard analytique sur plusieurs décisions emblématiques de la Cour constitutionnelle couvrant des domaines variés. Contrôle des constitutionnalités, contentieux répressifs et litiges électoraux. Nous avons choisi 3 catégories d'arrêts, ceux rendus en matière de contrôle de constitutionnalité, ceux rendus en matière répressive, ainsi que ceux rendus en matière électorale, où nous avons relevé le travail que fournit notre Cour constitutionnelle en rendant des arrêts d'orientation, mais en même temps, nous ne sommes pas empêchés de relever qu'il y a certains arrêts qui souffrent de défauts de motivation et qui sont à revoir pour assumer la compétence de la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, avec mon cabinet, nous avons voulu organiser cette conférence débat pour partager cette gymnastique citoyenne avec nos compatriotes. Et je suis convaincu que chacun a pu tirer les leçons des hésitations, des orientations de notre Cour constitutionnelle. Concernant l'arrêt ayant condamné Augustin Matata Pognon aux travaux forcés, Maître Kabengela Ilunga estime que la Cour n'a pas suffisamment fondé sa compétence pour juger un ancien Premier ministre. Par rapport à l'arrêt que vous citez, l'arrêt Matata, je relevais que la Cour n'avait pas suffisamment justifié de sa compétence de juger un ancien Premier ministre pour des infractions commises dans et à l'occasion de l'exercice des fonctions par rapport aux articles 163 et 164. Là, la Cour constitutionnelle devra être invitée à orienter les débats, sinon la jurisprudence, entre les faits commis en dehors de la fonction, avant d'accéder aux fonctions, et ceux commis en dehors de la fonction,
après la cessation des fonctions. C'est une distinction importante à établir pour justifier, le cas échéant, l'incompétence de la Cour constitutionnelle de juger. Donc, le Constitution ne souhaite pas qu'un ancien Premier ministre soit poursuivi après cessation de fonctions pour de faits commis dans et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il a cependant déploré le fait que le Parlement soit en retard sur l'adaptation de lois. Maître Kabengela Ilunga a qualifié cette attitude de paresse parlementaire qui tarde à réadapter les lois nationales à la Constitution. Son cabinet a annoncé l'organisation prochaine d'un nouveau débat consacré cette fois aux arrêts rendus par les conseils d'État. Béatification de Floribert Chewi. Nous avons vu une délégation de Congolais, une délégation du gouvernement souminois qui a fait le déplacement pour participer à cette cérémonie. Fedi Mukendi, comment est-ce que vous aviez accueilli cette nouvelle? Avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Parce que il ne s'agit pas de la victoire des léopards. Les gens applaudissent lorsque c'est l'équipe de football qui marque. Même quand c'est Barcelone et Real, on voit comment les Congolais se réjouissent. En principe, tous les Congolais devaient descendre dans la rue le 15 juin pour applaudir cette béatification. Parce que vous savez, le Congo est vendu toujours négativement. À travers le monde, on ne pense pas qu'au Congo, il y a des personnes intègres. Quelqu'un qui peut refuser des millions. La corruption. Qui peut refuser des millions pour ne pas faire mal à sa conscience. Ces gens-là existent au Congo. Je vous ai parlé de l'intégrité au départ. Moi, j'étais très heureux. Du moins, le monde entier parle d'un Congolais intègre. Mais on a parlé de lui ce jour-là. Parce que toutes les chaînes ont diffusé cette cérémonie. Parce que les chaînes étrangères, quand on veut parler du Congo, on parle seulement du détournement. On parle seulement de la corruption. Et puis c'est une cérémonie qui intervient au moment où la RDC fait face à plusieurs dossiers de détournement. Vous comprenez? Fait face aux dossiers de détournement. Et on pense que tous les Congolais détournent l'argent. Tous les Congolais sont dans la corruption. Non. Là où il y a le faux, il y a le vrai. Mais les vrais deviennent de plus en plus rares selon certains observateurs. Ils ne sont pas connus. Il n'y a pas une étude qui est faite pour découvrir les vrais. Ils existent beaucoup. Mais seulement, ce sont les faux qui prennent tous les risques du monde pour émerger. Comment les ça? Faux, il peut accepter de sacrifier sa propre mère pour devenir ministre. Les faux, il peut accepter de vendre les biens de ses parents. Les consacrer à la corruption pour devenir ministre, pour devenir DG, pour devenir ceci, devenir cela. Mais Floribert Bouanachou, qu'est-ce qu'il était? Un agent de l'OCC. Un agent de l'OCC. Qui devait contrôler le produit. Qui devait contrôler le produit. Imaginez qu'il était DG de l'OCC. Je pense que toutes les directions provinciales, allaient fonctionner correctement. Allaient fonctionner. Et lui, avec intégrité. On doit rappeler qu'il était dans la partie est du pays, la partie qui fait aujourd'hui face à l'agression rwandaise. Vous comprenez? Donc, moi, je suis heureux pour ce compatriote, son âme, mais qu'il se sente là où il est, honoré par ce compatriote. Nous sommes fiers de lui. Je pense qu'il a légué cet héritage à ses enfants s'il en avait eu. Il faut que les Congolais, surtout les jeunes aujourd'hui, emboîtent les pas de Floribert. Est-ce que cette date doit rester une date d'interpellation de Congolais? Oui, on peut retenir ça comme une date pour interpeller le Congolais à l'intégrité, à la conscience, à la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. On peut faire ça une date symbolique pour qu'on se souvienne de Floribert.
Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, pourquoi on ne peut pas béatifier Thérèse Kapangala? Pourquoi on ne peut pas béatifier Rossi Mokendi, Floribert Chebeya? Ils ont été tués parce qu'ils ont dit non au mal. Ils ont dit non à la corruption. Ils ont dit non à la violation de la Constitution. Ces gens ont accepté la mort pour le bien du pays. Pourquoi on ne peut pas les béatifier? Bien. Est-ce qu'ils sont catholiques? Mais Thérèse Kapangala est quand même catholique. Si les autres ne sont pas catholiques, pourquoi le pays ne peut pas les honorer? Alors vous interpellez le président de la République. Oui. On peut les honorer. Leur donner je sais pas comment titres honorifiques. Des titres honorifiques. Être honoré, élevé au rang de héros, par exemple, au rang de... Oui. Ah, c'est ce que vous demandez. Oui. Parce qu'ils sont morts pas pour leurs enfants, pas pour leurs femmes. Ils sont morts pour le pays. Ah, on se rappelle encore de comment Thérèse Kapangala a été tuée. est tombée, hein. Oui. On se rappelle bien. Comme si c'était hier. À bout pourtant. Je pense que le pays peut réfléchir dans ce sens. Moi, Floribert, c'est un modèle. Un modèle pour moi. C'est parmi les gens cachés que nous sommes. Nous ne sommes pas connus par le public. On n'est pas connus pour dire il est comme ça. C'est notre entourage proche qui connaît que ce monsieur, c'est un homme intègre. Ce monsieur, si tu fais avec lui les affaires, tu vas te retrouver. Ce monsieur, si tu lui donnes l'argent, il va te le retourner. Ce monsieur, si tu fais affaire avec lui, ta part, il te le donnera. À plus forte raison, la part de l'État, les biens de la communauté. Parce que l'argent qui est géré par le gouverneur, qui est géré par le président de la République, c'est l'argent de Noëlla, de Fiji et des autres. C'est notre argent. C'est pas leur argent. C'est l'argent peut-être de ces femmes-là qui vendent de la braise. Quand elle achète une sardine, on lui coupe la TVA et la TVA participe au trésor public. Mais aujourd'hui, il y a une certaine opinion qui estime que le problème, c'est pas un problème d'homme, parce qu'à un moment, vous avez parlé des vrais et des faux, mais c'est un problème du système. C'est le système qui ne permettra peut-être pas à Fedi Moukedi demain d'être cet homme intègre. Non, c'est pas le système. C'est le problème d'homme. Je t'ai dit, beaucoup de faux. Les faux prennent les risques. L'homme intègre, il est intègre, hein, quel que soit le système. Il hésite de corrompre. Vous savez, lors des élections, moi, on m'a proposé beaucoup de choses. Ah bon? Si tu donnes comme ça, on va faire ça. Si tu donnes comme ça, on va faire... On m'a même proposé des machines à voter? À voter. Ah bon? C'est vrai ça? J'ai dit, je ne prends pas ces risques-là. C'est une bataille. Donc, vous êtes en train de confirmer qu'il y avait des gens qui avaient des machines à voter? C'est pas moi qui confirme, la CENI a confirmé. Non, mais vous-même, vous dites qu'on vous a proposé... J'ai dit, la CENI a confirmé. Mais ce que je t'ai dit, pendant les élections. Oui, on vous a proposé une machine à voter. Et qui vous avez proposé cette machine à voter? Je peux pas le dire ici. C'est la CENI, c'est un individu? C'est des individus, les machines se sont retrouvées dans la cité, comme les rapports de la CENI l'a dit. C'est pas faux. Et vous, on vous a appelé. C'est pas faux, on m'a appelé. Pour dire, il y a une machine à voter. En dehors de machine à voter, les agents qui sont dans les centres de vote, ils viennent vers vous. Donnez-moi l'argent. Je vais influencer les gens à vous voter. Moi-même, je vais vous voter 1000 fois. Ah bon? Vous comprenez? Et je n'ai pas cédé. Dieu me voit parler. Je n'ai pas cédé. Je me suis dit, s'il faut que j'échoue, je vais échouer honnêtement. Avec honneur. S'il faut que je gagne, je vais gagner avec honneur. Ça va me faire plaisir que les gens m'aient fait confiance et j'ai réussi. Vous comprenez? Et beaucoup de gens qui sont aujourd'hui élus députés, d'autres, c'est beaucoup de gens sont passés par ces jets-là. Les agents de la CENI qui sont dans les centres de vote ont contribué beaucoup à faire voter des gens qui étaient vomis par la population. Comme qui? Comme qui? Vous avez mon polémique. Hein? Vous avez vraiment mon polémique. Oh, comme qui? C'est toi qui parles. Noëlla, j'ai dit ceci. Comme qui? Je te donne le cas du Kasaï oriental, Amboujimaï. Qui?
Il y a 6 députés élus au niveau de la ville de Mbuji-Mayi. Parmi ces 6 députés élus, il y a 4 qui étaient vomis chaque fois insultés par la même population. Vomis par cette population. Ils se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Ils sont devenus députés. Avant de prendre ce 3e dossier, Fedi Mukendi, il y a le ministre de l'Intérieur qui a demandé à la CENI d'organiser l'élection de bourgmestre, alors qu'entre-temps, nous avons des conseillers communaux qui n'ont jamais été payés et qui, dans certains coins, ne travaillent même pas. Et là, on demande qu'on puisse organiser les élections et l'élection de bourgmestre. Est-ce qu'une bonne décision? Mais c'est constitutionnel. Oui, constitutionnel, mais si on n'a pas encore réglé le cas des conseillers communaux. Est-ce que il arrive aux conseillers communaux de... J'ai pas suivi la question. Les conseillers communaux qui ont été élus, mais qui ne travaillent pas et n'ont jamais été... Bon, sinon, certains n'ont jamais été payés. Écoutez, cela ne va pas empêcher qu'on poursuive les autres élections qui sont constitutionnelles. Il faudra seulement le faire parce qu'il faut le faire. Non, il faut arriver à payer les conseillers municipaux, mais le fait qu'ils ne sont pas payés ne peut pas arrêter le processus électoral. Parce que c'est les conseillers municipaux, réclament même aussi ces élections-là. Donc, il faudra organiser l'élection des bourgmestres. Oui, ça va d'ailleurs donner plus de valeur aux conseillers municipaux. Okay. Ils vont pouvoir contrôler les bourgmestres. Ils vont se sentir conseillers municipaux. Parce qu'aujourd'hui, ils sont conseillers municipaux, mais à la tête des communes, il y a des bourgmestres nommés. C'est difficile qu'ils puissent se soumettre à ces conseillers-là. C'est difficile pour eux. C'est pourquoi il y a certaines communes où il y a ce conflit entre les bourgmestres et les conseillers. Oui, oui. Je pense que c'est constitutionnel, c'est contraignant. Il faut le faire. Madame, Messieurs, place à présent à ce 3e dossier de notre rendez-vous de la semaine. Il est tout à fait normal pour le mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, parti politique cher au Dr Justin Moudeguereza, dont le cheval de bataille est la refondation de l'État congolais de fédéré avec la coalition de la gauche congolaise, la nouvelle plateforme de la politique de la RDC. Au niveau du MDVC, avec le Dr Justin Moudeguereza, nous sommes membres fondateurs de cette coalition. Nous avons réalisé qu'il était important que nous puissions conjuguer les efforts de pouvoir mettre ensemble nos énergies pour pouvoir briser en tout cas tout ce qu'il y a comme mauvaise gouvernance. Et vous vous rappelez que le docteur Justin a toujours prôné la refondation de l'État. Il a toujours prôné la redistribution juste des richesses nationales. Et c'est comme ça qu'avec Jean-Marc Kabound, nous avons estimé nécessaire de pouvoir mettre en place cette coalition. Et il s'agit donc d'une coalition qui va regrouper tous les partis qui prônent les social-démocratie, tous les partis qui estiment qu'il est important de procéder à une justice nationale, à tous qui estiment qu'il est important de combattre les inégalités sociales. Et c'est comme ça que nous sommes inscrits dans cette logique. Nous pensons qu'il est important et qu'il est l'heure de pouvoir briser cela. Une nouvelle plateforme des partis politiques gauchistes qui, pour le moment, les élections ne sont pas prioritaires, a poursuivi Augustin Bissimois. Pour l'instant, il n'est pas question de discuter élection. Il est d'abord question de fédérer les efforts et les énergies de tous les partis qui pensent qu'il faut que les choses changent. Et le docteur Justin est de ceux-là qui prônent le vrai changement. C'est comme ça que son parti s'appelle Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Et donc, avec les autres, on peut toujours dialoguer pour avoir la paix. Et ceux qui estiment évidemment qu'ils peuvent se joindre à nous, ils sont les bienvenus pour qu'on change ensemble ce pays. Notons que la coalition de la gauche congolaise, dont le MDVC est membre fondateur, compte plus de 25 partis politiques, dont l'autorité morale est Jean-Marc Kabound. Une vibration musicale qui façonne l'atmosphère spéciale au devant du domicile du président et de l'UDPS Tshisekedi.
Ce mercredi 19 juin, le moment est bien choisi par le secrétaire national de la Ligue de jeunes du parti présidentiel, Mukenge Matando Youssouf, à la tête de l'association des motocyclistes, pour venir présenter à la hiérarchie du parti les comités provinciaux de l'ANAMO. Mais le général de l'UDPS, Augustin Kabouya, voudra que l'activité se déroule au siège national du parti. De là, aura lieu une procession sans fin jusqu'au temple de la démocratie sur la 11e rue limitée résidentielle. Par la voix de René Loumou, président provincial de l'ANAMO, la joie est manifeste certes. C'est aussi l'occasion pour celui-ci d'exprimer les désidératas de ses pairs au sein de l'association. Biso ba motocycliste ya Anamo ville province ya Kinshasa. Lelo toye kotalisa secrétaire général na biso soutien na biso oya kochaye musapi biso na ye tokokutana na nzela boyete. L'ANAMO demeure loyal envers la haute autorité politique de référence. Aussi a-t-elle réitéré à travers un mémo son soutien au secrétaire général faisant fonction de président et de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. L'Association nationale des motocyclistes et mobilisateurs, en amont à ce bel cycle, ville-province de Kinshasa, vous assure d'être toujours derrière vos idéologies et orientations à tout moment. Car avoir un leadership que vous incarnez, c'est un atout pour nous. L'ANAMO sollicite par ailleurs l'implication de Augustin Kabouya, en sa qualité du député national, pour des solutions idoines face à la tracasserie dont sont victimes ce membre. Vous êtes une valeur non négligeable, a lancé dans ce mot le chef du parti au pouvoir. Augustin Kabouya a insisté sur le fait que les motocyclistes ont un rôle important à jouer dans la sécurisation du pays. Et les cambo ou etalis insécurité comme priorité pour Nabino. Vous avez le devoir et l'obligation de collaborer avec nos services de renseignement. On a que baza ba agent ou ba koki ko aider ba service na biso ya sécurité na renseignement puisque lelo na ville province à Kinshasa. Ezana coin mon côté à n'importe quelle heure sans okuta ba motocycliste. Boza na valeur moko munene na misu na ngai comme secrétaire général na misu ya tata mokonza ekolo na misu ya bandeko na biso baza ko s'occuper na makambo etali sécurité mbo. Fin de l'activité. La prochaine rencontre devra porter sur la présentation du comité national de l'association. C'est dans une ambiance conviviale que l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et de l'UDPS, s'est séparé d'avec les motocyclistes membres de l'UDPS. Alors, Fedi Mukendi, la session de mars a été clôturée à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Vital Kamere, en tout cas, à un moment, les Congolais l'ont quand même reproché d'être un peu distrait, de n'être pas concentré sur les affaires de la RDC, d'être un peu ailleurs. Mais on a vu comment il a enchaîné les plénières à l'Assemblée nationale avec autant de questions qui ont intéressé les Congolais, notamment des questions liées au détournement, l'interpellation de certaines autorités et certains mandataires. Aujourd'hui, la plénière a été clôturée. Qu'est-ce que vous avez retenu de du travail des élus nationaux? Bon, et ils ont travaillé. Ils ont levé les immunités des uns, laissé les immunités des autres. À laisser les immunités des autres? Oui, ils ont exigé la levée des immunités des uns, alors qu'il ne fallait pas le faire. Nous n'avons pas suivi trop de contrôle parlementaire, des rapports de contrôle parlementaire.
Ça, c'est quand même un petit bémol. Il est vrai qu'on a senti quand même que l'Assemblée nationale vit. L'Assemblée nationale a une place importante dans le fonctionnement du pays. On a senti l'Assemblée nationale, le Sénat travailler. Donc, Vital Kamerhe a fait vivre l'Assemblée nationale. Et Sama Lukonde, le Sénat. Ouais, c'est, quand on parle de l'Assemblée nationale, on ne voit pas seulement Vital Kamerhe, on voit l'ensemble des honorables députés. Bien sûr, c'est lui qui gère l'Assemblée nationale. Il prend la gloire de toute l'Assemblée. Alors, lorsque vous parlez des immunités qui ont été levées pour les autres, pour certains et d'autres non, du coup, voyons le cas Constant Mutamba qui a déposé sa démission. Oui, une démission. Une démission aux allures un peu d'une lettre explicative. Hein, où il a même souligné, j'ai lu quelque part, il a dit, je n'ai pris aucun rang. Je n'ai rien pris, moi. Il a dit, il n'a rien pris. Ouais. Il faut d'abord rappeler que cette démission-là, c'est pas une démission volontaire. C'est la loi. C'est la loi. C'est une contrainte légale qu'il faille qu'il démissionne et il l'a fait. L'explication dans la lettre, c'est son droit de dire au président de la République qu'il n'a rien pris. Mais est-ce que c'est au président de le dire ou il faut le dire au juge? Moi, je pense que la bonne manière pour Monsieur Constant Mutamba de montrer qu'il n'a pris aucun rond, c'est devant la justice. Ah, mais parce qu'on entend une mobilisation, une marche, on l'a vu lui-même comment il s'était déployé, il s'est même adressé aux Congolais autour de cette question. Alors, le regard de Fedi Mukendi sur ce dossier présumé détournement de deniers publics. Constant Mutamba, c'est un politique, il ne faut pas lui interdire de mobiliser les gens autour de sa cause. Ah, c'est un politique. C'est un politique. Ça, c'est une stratégie politique. Oui, je pense que c'est une stratégie politique, c'est pas judiciaire. Parce que malgré toute cette mobilisation, la justice continue à faire son travail. Il faut rappeler que le président Félix Tshisekedi se bat dans le meilleur de ses moyens pour pérenniser les valeurs que son père, Feu Étienne Tshisekedi, nous a léguées. Les valeurs que nous, Union pour le Valais Tshisekedi, c'est nos pronoms. Lesquelles? La justice distributive. Mais il y a certains qui estiment que c'est une justice à double vitesse. Vous-même, vous l'aviez dit à un moment ici, qu'il y a certains qui sont protégés, d'autres sont livrés, les immunités sont livrées. Et il y a des Congolais qui soutiennent que c'est une justice à double vitesse. Il faut faire la distinction entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. La levée des immunités, c'est pas la justice qui oui, ça c'est le pouvoir législatif. Oui. Donc, je voudrais dire que le président Tshisekedi pérennise les valeurs que son père lui a léguées, se bat pour l'instauration d'un état de droit, et Constant Mutamba, quand il est arrivé au gouvernement, il s'est montré un très bon élève. Il a prôné l'état de droit. Il a voulu que la justice soit faite aux faibles et aux forts. Aujourd'hui, c'est un homme fort qui est devant la justice. Mutamba, c'est pas n'importe qui. C'est un homme fort. C'est le ministre de la justice, de la RDC, que la justice est en train de poursuivre. Il faut, bien sûr, il peut mobiliser le monde entier autour de lui, mais il faut qu'il aille prouver à la justice que ce qu'on lui accuse est faux. Je m'insurge d'ailleurs en faux contre tous ceux qui appelle le président de la République, disant qu'il est magistrat suprême, il faut intervenir dans l'affaire Mutamba. J'ai dit qu'ils veulent faire du président Tshisekedi un dictateur. Comment ça? Parce que s'il intervient dans l'affaire Mutamba, c'est-à-dire qu'il s'est ingéré dans les affaires de la justice. Mais déjà, on parle d'une justice à double vitesse. On pense que c'est un acharnement. Moi, je suis à ce niveau-là. Et Mutamba lui-même a dit qu'il semblerait que c'est un complot. On s'acharne contre Mutamba. Pourquoi? C'est un poison rwandais, on entend que c'est le Rwanda, parce que après on a vu la sortie d'une autorité rwandaise, on pense que c'est un complot contre Mutamba. C'est aussi votre regard?
Bon, si c'est un complot contre Moutamba, Moutamba c'est un juriste. Il a des avocats autour de lui. Qu'il aille devant son juge naturel, prouver que c'est un complot. Prouver que ce qu'on dit, qu'il a détourné des fonds publics, c'est faux. C'est très simple comme de l'eau à boire. Il ne faut pas le dire dans les réseaux sociaux parce que la justice ne prend pas en compte ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. La justice ne prend pas en compte ce qu'on dit dans le média, sauf quand tu insultes quelqu'un là-bas. Là, on va te rechercher. Il faut aller devant la justice. La justice que Moutamba voulait être indépendante, qu'il aille prouver qu'il n'est pour rien. Qui n'a pas pris un rond. N'a pas pris un rond dans les, comme il l'a dit dans sa lettre. Dans les 19 millions soupçonnés d'être détournés. Alors, avant de prendre ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine, cette plateforme CGC créée d'abord par Jean-Marc Kabunda Kabound pour sa candidature en 2028 et pour faire face à la mauvaise gestion de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous savez, Jean-Marc Kabunda, c'est un politique qui se bat. Tout ce qu'il fait, il veut se positionner comme un leader, comme parmi les grands leaders de l'opposition. C'est tout ce qu'il fait. En donnant des leçons, est-ce qu'il peut être donneur de leçons? Non, on arrive là. Ok, allez-y. D'abord, créer une histoire à la nomination de l'histoire française. C'est du copier-coller de mauvais goût. Démocratie. La gauche congolaise. Ouais. En France, il y a la gauche et la droite. Et les objectifs de la gauche congolaise, c'est du copier-coller de la gauche française. Ah bon? Jean-Marc Kabunda fait copier-coller? Oui, j'ai vu les objectifs de la gauche congolaise. Vous sentez que le problème, les objectifs qu'ils se formulent, ne répondent pas aux problèmes de la RDC. Ah, donc on revient toujours dans ce problème-là. C'est du copier-coller. On prend ce qui se passe ailleurs, on vient imposer aux Congolais. Prenons un exemple, parmi les objectifs de la gauche congolaise. Lutter et protéger l'environnement. Est-ce qu'en RDC, l'environnement c'est un grand problème? On a le problème d'embouteillage. On a aujourd'hui, on a le réchauffement climatique aussi. Je m'excuse. On a les inondations. Est-ce que nous avons le même degré de problème d'environnement qu'en France? Nous avons combien d'industries qui réchauffent le climat chez nous? Mais ça fait face au réchauffement climatique. Oui, les conséquences se font déjà sentir. Justement, j'ai donné juste un exemple. Okay. Parce que quand c'est une plateforme politique congolaise, on doit tirer les objectifs dans le problème de la RDC, dans le contexte congolais, pour qu'on sente que ça c'est pour nous. Mais la gauche congolaise n'a fait que du copier-coller de la gauche française. Ce qui montre que c'est déjà mal parti. Donc c'est déjà un raté. Des deux. La lutte contre la discrimination, l'égalité entre les Congolais. Il y a discrimination en RDC? Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La discrimination, elle est où? Parce que je vais à Goma quand c'était pas occupé. Je vais à Bandundu, je vais au Katanga quand je veux. Mais je travaille avec tout le monde, de toutes les provinces. À Kinshasa, il y a pratiquement tout le monde ici. Mais oui, hein? Mais oui. Il y a toutes les langues qui vivent à Kinshasa. Nous habitons dans les parcelles avec les gens. Mais on parle de la discrimination. La gauche congolaise parle de la discrimination. Justement, c'est du copier-coller. Il y a beaucoup de problèmes au Congo qu'il faut résoudre. Mais lui-même, Jean-Marc Kabunda a été premier vice-président de l'Assemblée nationale. Qui est de son entourage haï des millions que lui haï. Jean-Marc Kabunda a eu des millions. Il a construit une maison de plus de millions. Ne fût-ce que la maison, sans compter autre chose. Dans moins de 3 ans. Dans moins de 3 ans. Il était payé, il était président. Je refuse pas. Je refuse pas qu'il était payé. Je ne dis pas qu'il a détourné. Alors, parce que j'ai pas de preuve. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, dans son entourage, moi j'étais à l'IDPS en ce temps-là. Combien de gens de l'IDPS, qu'il a fait engager, combien de gens se sont retrouvés pendant qu'il était
premier vice-président. Donc, il n'y avait pas l'égalité dont il parle aujourd'hui. Il n'y avait pas d'égalité. Ah, donc c'est pas déjà un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Ah, okay. Dans moins de 3 ans, Jean-Marc Kabound est devenu 1000 fois plus riche que ce qu'il était avant d'être premier vice-président du Sénat. 1000 fois? Oh, je pense oui. Parce que avant d'être premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound était locataire. Hein. Mais du coup, il s'est construit un château, comme un château en Espagne. Donc, il faut reconnaître, c'est bien de dire des choses, mais quand on se retrouve dans la gestion, on fait autre chose. C'est ça, ce qu'on dit, l'intégrité. Quand on est intègre, on se préoccupe même des autres qui sont autour de soi. Il ne suffit pas de parler pour que les gens vous écoutent. La dernière chose, ou le dernier élément par rapport à ça, la gauche congolaise vient en opposition au camp pour la patrie. Oh, on est dans l'opposition? La gauche congolaise vient en opposition au camp pour la patrie proposé par Martin Fayulu. Parce qu'ils sont sortis, même dans le média, pour dire qu'ils sont contre les camps pour la patrie. Parce que pour eux, les camps pour la patrie, c'est pour la balkanisation. Et pourtant, les camps pour la patrie, c'est pour la cohésion entre les Congolais. Que les Congolais soient un contre les antipatries. Parmi les antipatries, il y a aussi des Congolais qui n'aiment pas leur patrie. Lesquels, par exemple? Nanga, par exemple, c'est un Congolais de père et de mère. Il s'est associé avec le Rwanda. Nanga qui est déjà dans la rébellion et toutes ces personnes qui l'ont suivi. Il y a Kabila qui... Non, l'FCC continue à dire que Kabila, c'est pas un Rwandais. Moi, je ne dis pas qu'il est Rwandais. Même moi. C'est pas un rebelle. J'ai suivi un reportage de Jeune Afrique qui dit, on lui avait posé la question à cause de ses cheveux. Kabila a dit, je garde ses cheveux parce que j'étais un rebelle et je le reste. S'il n'est pas, vous comprenez, s'il ne l'est pas, il est à Goma, il fait quoi? Madame, Messieurs, prenons à présent ces derniers dossiers de notre rendez-vous de la semaine. On se retrouve juste après. Kingezi Baz et Odumoni, respectivement à la frontière avec les Soudans du Sud et l'Ouganda, dernière étape de la mission d'évaluation de la situation sécuritaire du commandant secteur opérationnel Ituri dans les territoires d'Aro. Sur place, le général-major Bruno Mandefou résorbe certains problèmes frontaliers. Lors d'un échange à bâton rompu avec deux agents de l'administration publique de ces deux pays voisins, les commandants secteur opérationnel Ituri sollicitent l'échange d'informations. Il faut échanger d'informations. Ceux qui veulent que les changer pour que il faut relâcher la macasse entre Soudan du Sud et Nako. Sous l'état de siège, l'armée commandée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire, a renforcé davantage sa présence au niveau des points frontaliers, contrairement à l'époque d'avant son instauration. C'est le cas de Kingezi Baz et Odumoni, où les commandants secteur opérationnel Ituri, accompagnés de son adjoint en charge des opérations et renseignements, général Boni Matiti, a donné des instructions claires aux troupes pour la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, combat acharné mené par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le sénateur Justin Kapenda a promis de déposer cette motion dès la prochaine rentrée parlementaire. Il déclare en avoir ras-le-bol de cette situation qui plonge ses compatriotes dans une inquiétude permanente. Oui, j'ai le regret, je viens d'apprendre tout ici que ma province est attaquée de nouveau par le ministre Mobondo. Ils ont attaqué 4 villages et il y a eu des décès, ils ont tué beaucoup de gens. C'est ça seulement. Bon, j'allais poser la motion, bien que le président était trop pris, ça n'a pas eu lieu. La motion, tout par écrit, je vais le poser par écrit. Par ailleurs, il a fait savoir qu'il va, durant les vacances parlementaires,
et faire le suivi de quelques dossiers relatifs aux doléances de la population de sa région, dont notamment les indemnités de sortie des fonctionnaires et retraités au grade de secrétaires généraux, la situation des nouvelles unités, ainsi que l'accès difficile des enseignants à leur salaire. Mais avant de partir en vacances, nous sommes obligés de voir certains services pour faire le suivi et de poser certains dossiers. C'est aussi le conseil de fonction, enfin, les fonctionnaires de la fonction publique et les enseignants. Avant de partir en vacances, en tout cas, nous devons faire quelque chose. Il s'est de rappeler que le sénateur Justin Kapenda Kasuku est l'élu de la province du Kwango. La République démocratique du Congo et le Rwanda sont sur le point de firmer le calumet de la paix après tant d'années de vives tensions marquées notamment par des violents affrontements impliquant les armées de ces deux États en conflit. Les gouvernements des deux pays qui ont envoyé leurs représentants à Washington pour négocier ont paraphé mardi 17 juin le texte provisoire d'un accord de paix. Une information annoncée par le département d'État américain dans un communiqué conjoint rendu public ce jeudi 19 juin. Selon le secrétaire d'État américain aux affaires politiques, Alison Hooker, cet accord qui sera signé lors d'une réunion au niveau ministériel le 27 juin comprend des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, l'établissement d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui incorpore les CONOPS du 31 octobre 2024, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que l'accès humanitaire et un cadre d'intégration économique régionale. Malgré que cet accord a été salué par certains acteurs politiques, Denis Mukwege, lui, est resté sceptique quant à sa mise en œuvre sur terrain. Dans une déclaration écrite rendue publique jeudi, le prix Nobel de la paix pense que le futur accord entre Kinshasa et Kigali reviendrait à légitimer le pillage des ressources naturelles, envisager une intégration économique avec un État agresseur est inconcevable. Nous réitérons notre circonspection face à des efforts de médiation qui éludent la reconnaissance de l'agression de la RDC par le Rwanda et un processus caractérisé par son caractère opaque et non inclusif qui laisse à penser qu'il est à l'avantage de l'agresseur non sanctionné qui verra ainsi ses crimes de passé et du présent blanchis en coopération économique. Dans l'état actuel, l'accord en genèse reviendrait à accorder une prime à l'agression, à légitimer le pillage des ressources naturelles congolaises et à contraindre le victime à aliéner son patrimoine national en sacrifiant la justice en vue de garantir une paix précaire et fragile, a écrit Mukwege. La RDC et le Rwanda ont exprimé leur gratitude pour les précieuses contributions et les efforts conjoints des États-Unis et du Qatar en tant que partenaires pour promouvoir une résolution pacifique. Alors aujourd'hui, les choses, c'est des signes, selon plusieurs observateurs aux USA, en faveur de la République démocratique du Congo. Il y a même le président Macron qui s'est félicité de la démarche pour la paix à l'est du pays. Il y a déjà un draft de l'accord qui sera signé, sauf changement de dernière minute, le 27 juin entre la RDC et le Rwanda pour la paix dans l'est du pays. Déjà une démarche qui n'est pas appréciée par le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Teddy Mukwege. Le prix Nobel de la paix est dans l'opposition. Souvent, je respecte ces prises de position. Et même ce qu'il a dit aussi, il faut pas considérer ça comme vraiment quelque chose qui vient du démon. Il faut considérer comme un Congolais qui veut qu'il y ait plus de transparence dans ces accords. Mais dire que la coopération économique entre la RDC et le Rwanda, ça sera une prime donnée aux criminels. Je pense que de ce côté-là... Et puis c'est une démarche qui va, selon lui, dédouaner aussi Paul Kagame. Bon, c'est son point de vue, de toute façon. Moi, je pense que les conflits naissent. Les conflits vivent et s'éteignent.
Il dit que c'est une démarche qui va légitimer le pillage des ressources naturelles, envisager une intégration économique. Il n'a pas proposé quelque chose à la place. Avec un État agresseur est inconcevable. J'ai suivi sa déclaration. Il n'a pas proposé quelque chose à la place. Vous savez, les conflits, quand ils naissent, ils grandissent, ils finissent. Tous les conflits qui ont pu exister sont terminés. Même la guerre mondiale s'est terminée. Les conflits peuvent se terminer par des victoires militaires, souterraines. Les conflits peuvent se terminer par des victoires diplomatiques. C'est le cas pour notre pays. Aujourd'hui, le Rwanda va pouvoir signer des accords de paix. Ce qui ne légalise pas le Rwanda, ce qui fait que accable encore le Rwanda davantage. Comment ça? Parce que d'habitude, le Rwanda dit qu'il n'y a rien pour la guerre en RDC. Cette guerre-là, c'est la guerre entre les Congolais. Le fait qu'il signe un accord de paix avec la RDC, c'est une preuve de plus. En dehors des autres preuves des experts des Nations Unies, en dehors des preuves de la communauté internationale, c'est une preuve de plus que le Rwanda qui agresse la RDC. Aujourd'hui qu'il accepte de signer des accords de paix avec la RDC, nous devons nous féliciter que la RDC a gagné cette guerre sur le plan diplomatique. Enfin, le président de la République a reçu le couple SCC Sanko pour leur démarche, mais il a quand même formulé des recommandations. Ils doivent se mettre autour d'une table. Une équipe a été même créée pour mettre tout le monde ensemble, notamment sur les informations, l'équipe, la démarche avec Dodo Kamba, toutes les autres démarches pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Fedi Mukendi, comment est-ce que vous trouvez la démarche du président de la République alors que les choses bougent? Le président Tshisekedi est resté courant dans ce prise de position. Il y a des gens qui disent voilà, Félix Tshisekedi a eu besoin aujourd'hui de la Senko et des SCC. Mais le président Tshisekedi a besoin des Congolais. Et ces Senko, ce sont des Congolais. Vous comprenez? Il n'a jamais repoussé qui que ce soit. Et ils ont même commencé la démarche avec pas la bénédiction, mais ils ont vu quand même le président avant. Ils ont vu le président avant de continuer. Je disais qu'il est resté courant dans ses prises de position parce que, au départ déjà, le président Tshisekedi avait demandé à Senko et SCC d'inclure toutes les autres forces. Et il demande parce que il veut la cohésion nationale. Il faut que la cohésion commence au niveau des religieux eux-mêmes. Il n'a pas refusé cela, hein, bien qu'on l'a présenté la première de leur démarche, mais le président a insisté sur cette cohésion avec les autres démarches en cours. Le président Tshisekedi, c'est un homme très conciliant. C'est quelqu'un qui rapproche tout le monde, qui parle avec tout le monde. Vous l'avez vu parler avec Martin Fayulu. Les gens pensaient que Martin Fayulu et Félix Tshisekedi ne peuvent jamais se rencontrer, ne peuvent jamais se parler. Vous l'avez vu s'embrasser. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que le président Tshisekedi, il est président de la République démocratique du Congo. Il n'a pas à se concurrencer avec qui que ce soit. Il est le père de la nation. Donc, et ce qu'il aime, et ce qu'il ne l'aime pas, il est leur président. Il est leur président. Et on l'a vu recevoir également le général Muhoozi, le chef de l'armée militaire de l'Ouganda, le fils du président Museveni. Certains Congolais n'ont pas apprécié au regard de la position qu'avait quand même l'Ouganda envers la RDC en ce qui concerne la situation sécuritaire. Les Congolais qui n'ont pas apprécié, c'est leur point de vue. On ne peut jamais, nous tous, dire oui à quelque chose. On est en démocratie. Mais moi, je pense que le président Tshisekedi, il est en droit de parler avec n'importe quel pays. Même le Rwanda qui nous agresse ouvertement, on parle avec le Rwanda. Pourquoi on ne devra pas parler avec l'Ouganda? Mais est-ce qu'on doit faire confiance à tout ce pays? Parce que le Rwanda, c'est pas quand même la première fois. Dans leurs relations. Il y a eu quand même plusieurs accords, mais le Rwanda, après, s'est comporté toujours d'une autre manière. Dans les relations entre pays, il n'y a pas confiance. Ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts. Ah, donc on se surveille. Donc les RDC devraient être aussi... Il l'est. La RDC l'est. La RDC l'est. C'est même parfois l'opportunité de cette rencontre-là. Parce que ce dont ils se sont parlé, ceux qui n'apprécient pas n'ont pas entendu ce que le président a dit à ce général. Vous comprenez? Ce que le général congolais a dit à son collègue de l'Ouganda. Ils ont vu les photos que le président a reçu un général ougandais. Ceux qui se sont dit
Personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc la RDC, c'est quand même un pays des intelligences. Et c'est complètement fini pour ce numéro d'Info 7, Joseph Kabila Kabange, qui a également consulté pour la paix dans l'Est du pays. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Kabila consulte dans ses consultations. Qu'est-ce qu'il dit aux gens qu'il est en train de consulter? La paix. Quelle paix? La paix. Non. Mais si les couples et d'autres personnes, on avait Bintou Keïta qui avait également fait le déplacement pour l'Est du pays, ça n'a pas posé de problème. Pourquoi ils sont pas partis. Quand Kabila part pour la paix, ça inquiète? Les autres qui sont partis là-bas, ils ne sont pas partie prenante au conflit. Joseph Kabila est partie prenante au conflit. Ah! C'est que son parti rejette, hein. Le président Tshisekedi. Son parti rejette ces affirmations. Mais le parti là, Kambere a dit que Kabila ne viendra jamais par Goma. Lorsqu'il a dit que je viendrai par la province orientale, Kambere a dit non, c'est pas par Goma, il peut venir par Ituri, il peut venir par là. Le parti ne peut que dire ça, mais quand vous sentez leurs argumentaires, c'est pas du lourd. C'est dire, pour que Kabila entende qu'il a dit. Mais c'est pas le fait que le président Tshisekedi a dit, c'est pas le fait que Mbemba a dit que Kabila est AFC M23. Mais c'est les discours de Kabila lui-même qui témoignent qu'il soutient les M23. Quel propos par exemple? Quand il dit, par exemple, que les M23 ont des revendications légitimes. Pendant que la communauté internationale tout entière dit que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Deuxième exemple, quand Kabila prend parole, il accuse la RDC qu'il a dirigée pendant 18 ans de soutenir le FDLR. Ce qui est un prétexte vieux de 30 ans que le Rwanda avance pour agresser la République démocratique du Congo. Bref, dans cette prise de position, Kabila n'a jamais condamné le Rwanda, n'a jamais condamné les M23. Il soutient ses forces. Et quand il est à Goma, c'est une preuve de plus. Quand il est à Goma, il est protégé par les forces terroristes. Alors, c'est complètement... Donc, c'est pas seulement le fait que le président l'a dit, c'est pas seulement le fait que Mbemba l'a dit, mais c'est aussi de par son comportement. Fedi Mukendi, c'est complètement fini pour ce numéro des Info 7 qui a eu le plaisir de vous recevoir. Vous avez donc 1 minute pour vous adresser à cette population qui nous a suivis ce dimanche dans Info 7. Je demande à la population que nous soyons derrière tous, le président de la République, derrière le FARDC, derrière le gouvernement, qui sont en train de travailler pour un retour définitif de la paix dans notre pays. Les prochains accords entre RDC et États-Unis minérés contre la paix, c'est pour les biens des Congolais, c'est pour les intérêts des Congolais. Du moins, nous allons pouvoir, cette fois-ci, jouir de la richesse de notre pays. On ne peut pas avoir toute cette richesse, mais être chaque fois déplacé de guerre, à gauche, à droite, être tué, violé, alors que nous avons la richesse que nous pouvons valoriser en termes d'accords avec les États-Unis. Mais aussi, retenez, ces accords, c'est aussi pour la croissance économique de notre pays. Nous devons les soutenir. Alors, cette information qui vient de parvenir, non pas du tout, Barnabé Kikaya assure que Joseph Kabila Kabange ne quittera pas Goma après la signature de l'accord RDC-Rwanda. En un mot. Personne ne lui demande de quitter Goma. Personne ne lui demande de quitter Goma. S'il veut rester à Goma, qu'il reste. Et Goma sera sous la gestion du gouvernement national. Et Merci. Il devra répondre de ses actes à Goma. Merci beaucoup, madame, monsieur, c'est complètement fini. Fedi Mukendi, je rappelle que vous êtes membre de l'Union pour les valeurs tshisekedistes, parti cher à José Kalala Wakalala, premier vice-président du Sénat. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Je ne cesserai de rappeler qu'Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous contacter et vos réactions seront toujours les bienvenues par les voies habituelles. Pour le moment, portez-vous bien chez vous. Et c'est l'heure. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7 et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web Télévision. Au revoir.